Alors, moi, j'ai la chance de vous présenter donc, un topo tout clair. Je vais vous raconter une jolie histoire. C'était un mardi, c'était en 2021, on venait d'être confinés pour la troisième fois. C'était super. Et puis, ma journée qui avait très très bien commencé, elle s'est terminée par ce compte-rendu opératoire qui m'a valu d'être parmi vous aujourd'hui. On tasse alors une compresse dans le fond de la cavité. On prépare les verges cutanées en utilisant le bistouri électrique pour de l'hémostase élective. La compresse prend feu. On vide alors la cupule d'eau sur la paroi, retrait de la compresse, présence de quelques lésions de brûlure de la paroi, pas de brûlure de la cavité pleurale. Survient alors une désaturation majeure avec bradycardie, conséquence de l'inhalation de fumée. Donc on a déjà deux éléments importants, la compresse et bistouri. Donc ça c'était en 2021. Pas très loin, genre chez nous. C'est le compte rendu d'une patiente de 46 ans qui est en réamède pour un service après-vente de pneumopathie Covid et qui, un peu en bout de course de ventilation, il est décidé de lui faire un nettoyage de la cavité pleurale et de la laisser en pleurostonie. L'indication a été longtemps discutée, l'indication est formelle pour tout le monde. La patiente est trachéotomisée depuis déjà quelques temps. Elle sature à 92% sous 100% des FiO2. Marge de manœuvre assez limitée. Impossible avec de lui mettre une trachéocardience qui reste sur un poumon, déjà que c'est déjà pas terrible, donc ça ne va pas être possible de l'oxygéner, donc on essaie de laisser la cavité en place. Elle est installée en décubitus latéral. On fait comme il se doit en attendant la certification, une checklist d'identité, chirurgie, antibiotiques, tout ça. La patiente est incisée. On fait l'hémostase au bistouri électrique mononucléaire et la patiente prend feu. Vraiment, feu. Heureusement, les chambres. Réaction de l'équipe d'anesthésiste et de la chirurgie en parallèle, après un petit moment d'émotion, comme vous pouvez l'imaginer. Le soufflet est arrêté par l'IAD, qui me fait appeler, que je ne crois pas. Ouais. Quand la patiente a pris feu, voilà. Ça doit à peu près un truc comme ça. J'ai le temps d'arriver, les chirurgiens ont eu le temps de balancer leur pupille d'ostalie qui était déjà prête dans la cavité pleurale de la malade sur la compresse, qui est retirée, qui est jetée par terre. S'ensuit une bradycardie juste au moment où j'arrive sur l'hypoxie. Nous décidons donc de réinstaller la patiente rapidement, thorax ouvert en décubitus dorsal, en arrachant la canule. Ce qui nous a permis donc de l'examiner, cette canule, et de voir qu'elle n'était pas brûlée, parce qu'en fait, après, en lisant les recommandations, la sonde d'intubation, quand le patient prend feu, peut être retirée instantanément avant de fondre dans la trachée. Donc on a pu vérifier la canule et lui mettre une petite sonde d'intubation dans la trachée à l'arrache. Nous avons quand même poursuivi la chirurgie, la patiente a quand même le thorax ouvert, donc après un moment d'émotion, on réinstalle la malade. On continue, on déclare l'événement et on informe la famille. Tout ça s'est très très bien passé puisque la patiente va finalement extrêmement bien. Il n'était pas gagnant. Donc l'incendie au bloc opératoire, c'est un événement qui est rare mais dramatique. Il y a 200 à 600 cas déclarés de feu aux États-Unis. 20% des patients ont des séquelles extrêmement lourdes, voire même décèdent. Il y a donc eu en 2011 un questionnaire avec 22 items qui ont été envoyés dans la région Lorraine à tous les médecins anesthésistes de la région et qui a été publié dans les AFAR en 2012 sur feu d'un patient au bloc opératoire, sommes-nous prêts à gérer ce type d'incident? Semble-t-il que non. Donc question, allez-y franchement, donc avez-vous déjà été confronté à un début de feu au bloc opératoire? Quand je dis le feu, je parle que aussi des solutions antiseptiques qui ont brûlé votre malade. Ça compte aussi pour feu. Quand même, quelques-uns. On en a 3. Ça fait pas partie de nos expériences. Est-ce que vous avez déjà reçu une formation sur la sécurité incendie? On a déjà 2 ici, très bien, pour l'ensemble de la salle. Moi, toujours pas. Sauriez-vous de mémoire, et ça c'est le jeu le plus intéressant, localiser l'extincteur dans le bloc opératoire dans lequel vous travaillez le plus souvent? Moi, il y a 2 mois. Jamais. Louis, maintenant tu sais, bien sûr. Donc,
quand on a commencé à préparer ce petit topo, on s'est dit, il n'y a pas d'extincteur au bloc. Si, il y en a un peu. Là, il y a le traitement d'anesthésie, il y en a là. Donc en fait, on a un très joli jeu sur WhatsApp, que quelqu'un tombe sur un extincteur, on le prend en photo pour montrer, tiens, il y a un extincteur. Ça vient partout, on a des photos partout. Donc il y a des extincteurs absolument partout dans l'hôpital. 50% des anesthésistes à qui on avait posé la question n'avaient absolument aucune notion de savoir où étaient rangés leurs extincteurs dans le bloc opératoire. Donc c'est facile, hein, de les urgences pour ceux qui connaissent. Il y a le 1, il y a le 2, l'extincteur il y a. On ne peut pas le rater, mais si, ça fait faire un peu. Alors, avez-vous connaissance d'une note anciennement à la SAPS au sujet du risque d'inflammation et de brûlure de patients après utilisation de solutions antiseptiques alcoolisées lors de l'électrocoagulation faite par le chirurgien? Pas que ça stagne. Donc il y en a eu, mais ne vous inquiétez pas, les 60% des anesthésistes non plus savent. Selon vous, pour quel type d'acte chirurgical le risque d'inflammation de brûlure au bloc est plus probable? Alors, on n'est pas sur la tomato, ça je vous rassure. Le laser ORL, et ça c'est presque facile parce que le laser ORL, on le sait. On met le patient là, il est recouvert d'eau, il y a une petite lance incendie à côté. Ça c'est bien. La chirurgie abdominale, la chirurgie du gonflement, la chirurgie thoracique, bref, tout ce qui est vraiment cervico-facial et thoracique. Et l'apport d'oxygène, qu'est-ce qui est le plus à risque ou le moins à risque? Est-ce que c'est plus risqué d'avoir un patient qui a un masque de concentration ou est-ce que c'est plus risqué d'avoir un patient qui est intubé? Il vaut mieux être intubé. Parce que du coup, quand on fait la chirurgie cervico, le patient qui est intubé ou avec un dispositif supraglottique, le risque de fuite d'oxygène autour des champs est vraiment limité. Donc, quand on a le moindre doute pour intuber le malade, si on pense que le historique n'est pas très loin et que le patient est sous oxygène, voire même qu'il a besoin d'oxygène, ce malade, sous les champs. On le met parce qu'on a une sédation. Mais non, en fait, est-ce qu'il a besoin d'avoir de l'oxygène sous malade? Pas forcément, en fait. Donc, le problème, c'est ce qu'on appelle le triangle du feu. Donc, j'ai découvert le mot comburant. Alors, le comburant, c'était mon oxygène à 100%. Donc, le comburant, c'est les gaz, c'est ce qui fait que ça va favoriser mon incendie. Ma source de chaleur de bistouri électrique du chirurgien et le combustible, la compresse qu'il a mis dans le thorax. S'il n'y a pas ce triangle, il n'y a pas d'incendie. Donc, le comburant, dans 75% des cas d'incendie, il y a eu un environnement riche en oxygène alentour qui n'a pas été géré. Attention, le protoxyde d'azote, c'est exactement la même chose que l'oxygène. Donc si vous faites 30%, 70%, c'est comme si vous aviez 100% d'oxygène. Donc pas de protoxyde d'azote et FiO2 inférieur à 30% quand on a un risque. Moi je pensais qu'il n'y avait pas de risque aussi. Voilà. Et à partir du moment où il y a un risque, pas de proto et FiO2 si possible inférieur à 30%. Et attention, lunettes, masse faciale, surtout si votre patient il a une petite sodation, il a un peu de kétamine ou d'acide-voc, le patient il ne va pas s'en rendre compte et si la solution antiseptique qui se met à brûler, vous le saurez qu'après. Le combustible, pour le coup, c'est tous les packings, les compresses et les antiseptiques alcooliques. Donc cette note de 2012, 2011, je ne sais plus, qui dit qu'il y en a 8 qui contiennent de l'alcool qui sont commercialisés en France. J'ai donc à nouveau découvert que la bistatine contient de l'alcool. La chloroxyde alcoolique, ça on sait, et la bétadine alcoolique, ça tout le monde le sait. Ce sont des substances inflammables, elles doivent être tenues à l'écart d'une flamme ou d'une source de chaleur intense. S'assurer du séchage complet. Attention, traumato. Le séchage complet, c'est 3 à 5 minutes. Et il faut éventuellement contrôler à la compresse et que la compresse qui a été posée sur le champ du malade doit être sans bétadine. D'accord? S'il y a des cavités, alors attention au nombril, les plis inguinaux, tout ça en fait c'est des petites cavités qui font, voire même quand ça glisse et qu'on en a mis partout et que ça glisse dans le dos, en fait ils sont brûlés sous le dos. C'est pour ça que les champs des chirurgiens en viscéral sont collés dessus et qu'ils incisent juste dessus, c'est pour éviter la solution hydroalcoolique qui part un peu partout. Donc attention au bistouri, et c'est des feux qui sont assez inaperçus, ça donne une sorte de petite flamme bleue rasante qu'on ne voit pas forcément en étant dessus,
Et en fait, il y a une toute petite tableau rasante, et en fait, on s'en rend compte quand le patient est réveillé avec parfois des vraies catastrophes. C'est pas de la vraie flamme comme nous, on a une bloc où il y a un tapis. C'est vraiment le petit feu rasant. Et bien évidemment, tout incendie, tout feu, toute brûlure sur un patient se déclare. Donc la source de chaleur, évidemment, c'est beaucoup plus pour la chirurgie ORL thoracique que pour la valgus. S'il y a un risque de feu, toujours privilégier le bistouri froid. Pourquoi on ne se pose pas la question de savoir si la trachée, au moment de la trachéo, elle va être incisée au bistouri froid. Jamais un ORL n'incise la trachée avec un bistouri électrique. C'est pas possible parce que nous, comme on sait qu'on va changer la sonde à ce moment-là, on est souvent à 100% des FiO2 pour gérer le geste de changement. S'il incise avec un bistouri électrique, la sonde elle fond et elle confond. Donc c'est pour ça qu'ils le font à la lame froide. Donc tout ce qu'on peut, plutôt le bistouri froid, plutôt la bipolaire, parce qu'en fait la bipolaire, entre les deux, l'arc électrique se fait entre les deux morts de la bipolaire, alors qu'avec la monopolaire, ça se fait entre la compresse et la monopolaire. Et donc du coup, avec l'oxygène qui est entre les deux, on applique le plus rapidement à cause de cette monopolaire. Ça n'annule pas le risque, ça réduit le risque. Parce que bien évidemment, faire de la nettoyage de qualité pleurale au bistouri à la lame froide, c'est pas possible. Donc, si c'était à refaire, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, supprimer le risque de la chirurgie thoracique avec un patient qui n'est pas excluable sur le plan thoracique, sur le plan pulmonaire, et j'ai 100% de FiO2. Du coup, je ne peux pas l'annuler le risque, mais on aurait pu faire mieux. Donc, la permince, on a dit, la trachéopermince, je ne peux pas la changer, la patiente elle ne tient pas. Est-ce qu'il y a des canules de trachéo qui sont résistantes au feu comme les sondes laser? Et là. Donc on a regardé la trachéoflex, on a l'impression qu'il y a des anneaux en métal. En fait, c'est juste pour maintenir la forme. Il semblerait, d'après le consultant, qu'elle ne soit pas du tout résistante au feu. Donc je n'ai pas de canule de trachéo qui soit résistante au feu. Par contre, on a des sondes laser qu'on a en ORL. Alors évidemment, il faut aller la chercher en ORL. C'est cette sonde ici qui est en métal, qui, c'est pas le fait qu'elle ne fonde pas, c'est qu'en fait elle reflète ou alors elle absorbe l'énergie laser. Et en fait, elle ne brûle pas, elle est que en métal, donc elle ne peut pas fondre. Est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre, vu le risque de cette patiente, mettre tout simplement, comme là j'ai intubé en catastrophe avec une sonde d'intubation, on met la sonde de laser dans la trachée à la place de cette canule le temps du geste? Pourquoi pas? En plus, elle est suffisamment solide, elle aurait pu supporter des cuisses latérales, pourquoi pas? Ça, c'est une sonde qui a brûlé dans la trachée. Il faut absolument qu'elle soit retirée instantanément parce qu'en fait, le plastique va fondre dans la trachée et ça donne des catastrophes absolues. Donc, c'est à enlever tout de suite, pour l'examiner et pour éviter que le plastique fonde dedans quand on a un feu. Donc finalement, on est assez content qu'elle se soit décaminée parce que j'aurais jamais pensé à la décaminer avec un bus de ça. Et on va décaler extrême. Baisser la FiO2, là, pour le coup, j'ai pas le choix. Donc, toujours 30% de patients, il n'y a pas besoin d'être à 50, il y a besoin d'être à 60. S'il peut être à 30, il est à 60. La bipolaire, ouais, c'est bipolaire. La compresse humide. La compresse, on l'a mis dans le thorax, en fait, il l'a mis pour boucher parce que ce patient, il avait une fistule pleurale, une fistule bronchique, et en fait, il a mis la compresse pour éviter d'avoir de l'air qui est rentré en permanence dans le thorax pendant son geste. Si cette compresse avait été mouillée, peut-être qu'elle n'aurait juste pas pris feu, en fait. Et surtout, il pensait, et que dans ma checklist, qu'on avait bien joliment faite, il n'y avait pas la checklist incendie, parce qu'à aucun moment, ni le chirurgien, qui était déjà de l'agence service, ni moi, on a à un seul moment pensé à cette patiente qu'il pouvait y avoir un feu dedans. Parce que d'habitude, on a une carence, donc en fait, on n'a jamais ce genre de souci, le patient il est exclu, on n'a jamais ça. Et puis, on n'a pas souvent non plus des patients covideux, enfin sévères, en aussi grande quantité avec des FiO2 à 100%, ça ne nous arrive pas en fait. Donc, du coup, ça ne nous arrive même pas à pleurer. Donc, je vous laisse lire les aides cognitives de l'ASFAR, parce qu'il y a les aides cognitives de l'ASFAR sur prévention et conduite à venir en cas de feu. L'intérêt de cette petite diapo, c'est donc de découvrir que dans un bloc opératoire, il y a 2 extincteurs. Mais alors, lequel elle sert à quoi? Aucune idée. Donc, il y en a un qui est à eau, pour le patient, et il y en a un qui est à CO2 pour les champs, que si jamais tous les champs prennent évidemment, tous les champs par terre. Et tout doit être détruit et doit être éteint avec l'extincteur au CO2. Bien évidemment, le patient, si on veut éviter de balancer l'extincteur au CO2, pour la déclaration, on peut dire. Bon. Donc voilà, donc il y avait 2 extincteurs, donc les deux, voilà, on s'est tous retrouvés dans les 2 extincteurs, on a dit qu'est-ce que c'est que ces 2 extincteurs? Donc voilà, il y en a un pour le patient et un pour le matos.
évidemment, la solution saline, c'est bien aussi, avant de sortir les 5 tonnes. Donc je vous laisse les lire. Et il y a aussi une jolie note de la chaise qui est, je trouve, peut-être plus facile. Donc en gros, sur mon patient, vous savez que vous avez besoin d'un pistolet électrique et qu'il y a un risque de feu. Éviter les gaz. Attention à l'oxygène, attention au protoxyde d'azote. La disposition des champs, on ne fait pas les tentes, des machins, des trucs avec ici c'est pas bien collé, les patients qui ont de l'oxygène dessous. En fait, il ne faut pas qu'il y ait communication entre l'intérieur du champ du chirurgien et vous, votre oxygène. Respectez les temps de séchage, humectez légèrement les compresses et communiquer avec le chirurgien. C'est les chicots. S'il s'agit d'une procédure à haut risque, privilégier l'intubation, le patient ne le laisse pas au masque de concentration, on ne le laisse pas avec ses lunettes d'oxygène, on l'intube ou on lui met un masque larynngé pour éviter les fuites d'oxygène. On privilégie le bistouri froid ou au pire le bipolaire, mais pas du tout la monopolaire. Pensez à la sonde laser si vous en avez pour éviter les risques. Et donc du coup, si je devais vous faire repartir avec quelques messages clés, il faut connaître les situations à risque parce que ça permet d'anticiper. Nous, on n'a jamais vu le problème arriver, on n'a pas du tout anticipé. Les formations incendie, ben voilà. Pourquoi pas faire des simulations avec les internes, ça peut être des sujets intéressants à faire, comme s'il y avait un feu au bloc, comme ça le jour où ça arrive, en fait c'est plus facile de réagir. Et surtout d'anticiper, ce qui permet d'aller plus vite au cas où ça arrive. Et comme le disent tous les panneaux dans les couloirs de l'hôpital, ça aussi on a beaucoup, ne pas crier au feu. Non, oui, non, aussi. Oui, mais vous allez bien. Il m'a fait crier. J'aurais dû crier au feu dans le couloir. Donc voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres, on pense que c'est complètement sous-déclaré, puisque on a déjà, je crois, dans la salle